horde de dromadaires avait fait escale sur le territoire de Paraji. Artoué le chef s'y était senti bien, et les nomades, en attendant un prochain départ, avaient repris une vie ordinaire. Tout avait changé dans la vie de Paraji le dingo. Une femelle dominatrice, Kira, s'était imposée à lui accompagnée de ses 2 enfants. Le groupe vivait désormais sous sa loi. Un colosse roux, Ngama, était arrivé dans le clan de Burka, gâchant en quelques heures tous les espoirs qu'avait le jeune Kudla de séduire Cartania. Ngama était devenu le chef de famille. Au nord, dans le bosquet des chauves-souris, El Troué la Roussette avait donné naissance à un petit. Tout cela, Paraji le projetait sur le dôme du rêve, car il en est ainsi. Nous entrons dans la vie quand notre rêve commence. Paraji ne sait plus très bien si le roc sacré veille toujours sur lui. Les jours écoulés l'ont laissé désorienté. Jusqu'alors, il était maître chez lui, mais maintenant, depuis l'arrivée de la terrifiante Kira, il n'est plus que spectateur de sa propre vie. Les enfants de Kira, Marty et Quiri, jouent sans gêne sous ses yeux sans le craindre, ni se soucier de lui. Ces jeux pourraient rappeler à Paraji ceux de ses propres enfants, jadis, quand il régnait sur le désert. Quiri, la petite femelle, est aussi curieuse, excitée par l'étrangeté du monde et rusée que l'était Waka. Marty, le petit mâle, accepte encore de subir, comme autrefois Kintala, la rudesse de sa sœur. Il s'imposera plus tard, quand le temps aura passé. En prévision des temps nouveaux et pour que nul ne l'ignore, Kira a fixé d'emblée l'ordre des préséances. Elle devant et les autres derrière. Un seul prend garde à ne pas trop entrer dans le jeu de Kira. Kintala, le fils de Paraji, qui aurait vocation, si son père n'était pas là, à rivaliser avec elle en vue de la domination du groupe. Mais Paraji est bien là, troublé et affaibli, qui accepte sans rechigner la compagnie de Quiri, la fille de l'usurpatrice, déjà attachée à lui. En dépit des incertitudes, Waka et Kintala prennent plaisir à jouer avec leurs cadets nouveaux venus, Marty et Quiri, sur la plaine assez vaste pour tous. Les Sidingos forment désormais une véritable meute, et les enfants pourront grandir en compagnie des leurs. C'est ainsi, en société, par le jeu et l'affrontement permanent, que se forgera leur caractère.
Peu à peu, les jeunes dingos apprendront les règles de la vie communautaire, fût-ce pour mieux les transgresser au moment de leur maturité. Ils vivront comme les loups que furent leurs ancêtres d'Orient et dont les héritiers traversèrent les mers en compagnie des hommes, il y a plus de 4000 ans et redevenus libres, colonisèrent le grand désert australien. Même Kira et Paraji se mêlent aux festivités. Paraji entrevoit à présent les avantages de la vie de clan, le jeu et le nombre qui démultiplient la force commune, notamment à la chasse. Alors, le roi détrôné accepte de bonne grâce de se laisser poursuivre par Kira, qui lui a volé le pouvoir. Après tout, elle présente tous les caractères de séduction qui peuvent rendre une femelle désirable. Elle est forte, endurante, et elle vole plus qu'elle ne court au-dessus de la savane. De son côté, Kira voit bien, en rejoignant ses enfants, Kuiri et Marty, qu'elle a trouvé pour eux les meilleurs compagnons et le territoire idéal. Kira formera donc avec Paraji, qui se dirige vers elle, une de ces meutes assez stables qui compte de 3 à 12 individus et qui occupe un territoire tout au long de l'année. Ce morceau de désert que prend en écharpe le tropique du Capricorne deviendra leur foyer. Et chacun saura qu'ici règne sans partage le clan de Kira la Louve. Au sud, sur l'île des kangourous ouverte à tous les vents de l'océan, Cartagna, le kangourou gris, donne la tétée à son fils Pogo. Ngama, le géant récemment arrivé dans les parages, la sollicite par de petits claquements de langue. Il aimerait bien que la femelle s'intéresse à lui, mais Cartagna, trop occupé par Pogo et trop absorbé par sa vie contemplative, n'est pas encore conquise. Ngama prendra son mal en patience, comme il accepte sans broncher la présence d'un oiseau sucrier sur son dos. Le sucrier boit le nectar des fleurs prélevé du bout de son bec incurvé grâce à une langue que termine une sorte d'éponge. Mais on ne peut se nourrir que de sucre. Le sucrier doit donc picorer des insectes qu'il trouve parfois sur le dos d'un mammifère. Chacun y trouve son compte. Le premier s'alimente, le second se déparasite. Cartagna ne semble pas empressé de s'offrir. Ngama sait qu'il lui faudra du temps et qu'il ne doit pas la brusquer.
Il restera près d'elle aussi longtemps qu'il le faudra et saura se montrer assez prévenant pour vaincre sans avoir à forcer sa chance. Un trou au milieu du désert. C'est un terrier, celui d'où est sorti pour se battre le redoutable serpent brun. Le combat oppose deux mâles, Kakalak, avec sa tête noire, et un serpent à la teinte plus claire. Selon les sous-espèces et les individus, la couleur du serpent brun peut varier, du vert brun au gris sombre, en passant par le beige. Le serpent brun est à la fois l'un des plus rapides d'Australie, l'un des plus agressifs, et l'un de ceux dont le venin neurotoxique est le plus concentré. La plupart des combats opposent des mâles rivaux à la saison des amours. Les adversaires se jaugent, s'entremêlent et tentent de se mordre. Kakalak a tenté de prendre l'avantage, mais son ennemi s'est trop vite rebellé. C'est ce dernier à présent qui passe à l'offensive et gagne la bataille. Paraji et les siens bravent la chaleur de la savane, désormais si sèche que les urines de certains animaux assoiffés ressemblent plus à une bouillie qu'à un liquide. Les dingos, eux, savent où trouver les derniers points d'eau encore disponibles, et ils prennent encore la vie pour une fête, où rien ne va manquer. Quiri, la fille de Kira, éprouve envers Paraji un tel engouement qu'elle ne le laisse plus un seul instant. Pour Kira, l'exubérance qui règne dans la meute est sans doute bonne à voir, mais il ne faudrait pas que les jeux de Marty et Quiri, ou ceux auxquels se mêle Paraji, distendent la discipline. Cela, elle entend le rappeler d'abord à sa fille Quiri. Paraji est le second à qui Kira décide de s'en prendre. Mais là, une mauvaise surprise l'attend. Paraji, lassé d'avoir subi trop de mortifications, se rebelle et l'agresse. Kira ne sait plus sur quel pied danser. N'est-elle pas la femelle dominante? N'a-t-elle donc pas assez montré sa force? Il faut adopter une autre stratégie. Kira passe par derrière, elle contourne Paraji, le frôle, le mordille, et finit tout de même par le voir couché à ses pieds. C'est Quiri à présent qui donne du fil à retordre à sa mère. Il en sera ainsi désormais. Chacun dans le groupe passera son temps à contester la suprématie de l'animal dominant, à vérifier que son courage ne l'a pas quitté, à évaluer ses forces
pour ne pas être pris au dépourvu si celle-ci se mettait à décliner. Quand la journée s'achève, Kira est toujours souveraine. Elle le sera encore le jour suivant et celui d'après. Jusqu'à l'instant où l'un de ses propres enfants, peut-être, la condamnera à l'exil. En attendant que vienne ce temps, on ne saurait dire si elle monte la garde devant la vieille carcasse d'un kangourou ou si son rêve l'emporte vers le grand esprit occupé, à chaque instant, à façonner l'univers. Quand la lune est assez haute dans le ciel nocturne, un petit marsupial sort de son nid ou de l'abri qu'il s'est creusé dans un arbre mort. Il se met alors à fourrager dans les débris végétaux qui jonchent le sol. À vrai dire, malgré sa taille, le rat kangourou a plus de points communs avec le kangourou qu'avec un rongeur. De grands pieds longs qui lui permettent de sauter, de petits bras, et une poche ouverte chez lui, vers l'arrière. Le rat kangourou se nourrit de fruits, tiges, écorces ou graines. Il fait partie des animaux jardiniers qui contribuent à entretenir la végétation. En particulier, ses excréments sont riches en spores, c'est-à-dire en germes, de certaines truffes utiles aux racines des arbres. En les dispersant, il enrichit sans cesse son propre environnement. Le rat kangourou n'a à redouter que peu de prédateurs, bien que parfois un dingo insomniaque ou un oiseau de nuit en fassent leur repas. La nuit s'achève, alors que les roussettes reviennent se pendre à leurs branches. Les maléfices nocturnes se dispersent avec la vapeur que la chaleur fait monter des marécages. L'urette d'Australie s'éveille quand ses voisines se préparent à dormir.
Le fracas assourdissant de ses congénères fait parfois peur à El Troué, qui replie ses ailes pour en protéger son bébé. Chacun adopte pour dormir sa position préférée, la toile d'araignée, le pendentif ou la grappe. Le soleil matinal continue sa course ascendante. C'est l'heure à laquelle le serpent brun sort de sa torpeur. Le reptile se montre capable de creuser des terriers et se plaît aussi dans ceux des autres. À présent, désengourdi, il envahit le nid souterrain d'un rat, sa proie favorite, prise au piège de son propre cul-de-sac. Le serpent brun, chasseur redoutable, dispose de tout un arsenal. Sa langue ramène sans cesse à son palais des paquets d'odeurs qui seront analysés par un dispositif ultra-sensible, l'organe de Jacobson. Un petit orifice de forme carrée s'ouvre au-dessus de sa lèvre et lui permet de détecter toute source d'énergie thermique située à proximité. Enfin, le serpent perçoit les vibrations du sol. Même dans la plus totale obscurité, nul être vivant ne peut lui échapper. Mordu, puis étouffé contre la paroi afin que la mort vienne plus vite. Le rat est maintenant avalé. Les deux mâchoires du serpent peuvent se désolidariser pour laisser passer des proies plus grosses que sa bouche. La nature a doté son nez d'un bouclier d'écailles destiné à dévier la terre sur le côté de sa bouche. Même dans les profondeurs du sol, le serpent brun est un tueur parfait. Les dromadaires ont trouvé dans l'outback, le cœur rouge de l'Australie, une savane où subsistent quelques buissons encore verts. Ce jour-là, l'un d'entre eux détecte dans l'air une odeur inhabituelle. Il ouvre en grand sa narine que des muscles peuvent refermer en cas de tempête de sable. Oui, c'est bien un étranger qui approche, un mâle, à l'allure si piteuse et la démarche si bancale qu'on pourrait l'appeler Hakoun, le malheureux. La sentinelle se situe juste après Artway, dans la hiérarchie du groupe. Des aborigènes le nommeraient Irk, terme par lequel il désigne un policier, un flic. Hakoun souffre d'un déchaussement de la semelle du pied. Les dromadaires marchent non pas sur la pointe de leur troisième doigt, revêtu d'un sabot, comme les autres ongulés, mais sur la plante des deuxième et troisième phalanges, revêtu d'un épais coussin élastique. C'est ce large coussin qui s'est désolidarisé du pied. Alerté, Artway, le chef de la horde, vient constater par lui-même ce qui se passe. Lentement, mais avec une détermination mal intentionnée, il s'approche de l'estropié. Hakoun se rend vite compte qu'il a frappé à la mauvaise porte. Irk et Artway lui indiquent à leur manière qu'il ne recevra d'eux aucun secours.
encadré, menacé et bientôt cruellement mordu. L'infortuné sera exclu et escorté sous bonne garde vers la périphérie. La disgrâce dont souffre Hakoun est de celle dont on meurt. En effet, le coussinet plantaire du dromadaire, souple et surtout très large, lui permet de marcher sans s'enfoncer sur les surfaces sableuses. Sans lui, l'animal repose directement sur les phalanges, ne peut plus se déplacer normalement et court le risque de dépérir. Irk, écumant, remet de l'ordre dans le troupeau tandis qu'Artway vérifie que l'indésirable s'éloigne et que sa faiblesse, en attirant les prédateurs, ne mettra pas le groupe en péril. Hakoun s'en va. Son corps gîte comme un navire. C'est le début de son naufrage. Trop de choses se sont passées récemment dans la vie de Pogo qui ne sait plus où il en est et qui, énervé, ne tient plus en place. Pogo refuse même que sa mère lui effleure le nez, ce qui est pourtant chez les kangourous un signe d'affection. Kudla d'abord le rend nerveux. Le jeune mâle n'a cessé de rôder autour de Cartagna et rêve encore, contre toute évidence, que celle-ci lui fera bon accueil. Burka, elle, semble indifférente au désarroi de son petit-fils. Il n'y a donc guère qu'auprès de Cartagna que le jeune kangourou gris puisse espérer se calmer ou se défouler. Quand elle le sent repris de frénésie, Cartagna connaît un moyen pour immobiliser son fils. Elle lui marche sur la queue. Cartagna en reste pantoise. Pogo s'est libéré. Au bout de quelques secondes, le voilà déjà revenu, attiré par le meilleur des calmants, le lait maternel. Quand Pogo a cessé de téter, Cartagna se retrouve dos à dos avec Ngama, le grand mâle, presque 2 fois plus gros qu'elle. Jaloux, Kudla fait tout pour reprendre une place dans la famille, fût-ce celle de baby-sitter. Le prétendant tente ensuite de s'approcher de Cartagna. Plein d'espoir, il lui tend le nez, mais sa demande est rejetée.
bosquet des Roussettes est idéalement situé au-dessus d'une mangrove dont les eaux libèrent sans cesse des insectes parasites et assoiffés de sang. Il semble que tout ce qui chatouille, grouille et gratte vienne y faire éclore des rejetons. Que les mères se frictionnent avec une telle énergie représente un danger pour les bébés. Il peut arriver que l'un d'eux, trop violemment secoué, tombe au sol où il fera le bonheur d'un prédateur. Elle trouait ses trilles avec la même vigueur que les autres, et son bébé désespéré, cramponné à son corps, attend que passe la tempête. La paix est revenue sur Kangaroo Island et Pogo s'est calmé. Ces derniers jours, il a perdu ses points de repère. Trop de mâles rivaux acharnés à séduire sa mère ont perturbé l'intimité si nécessaire de sa relation avec Cartagna. Cartagna est son seul point d'ancrage. Il a vécu dans la poche pendant plus de 10 mois et dépendra d'elle pendant 1 an au moins. Ils forment un vrai couple, plus fort et plus durable que ceux qui unissent un mâle à une femelle. Gamma, le mâle géant couleur de feu, se trouve face à cette intimité comme devant une forteresse. Quelle que soit sa force, il ne sait comment franchir l'obstacle si ténu de cette tendresse qui semble exclure et repousser le reste du monde. Le désir ne manque pas ni l'ardeur, mais il faut attendre encore. Bientôt, cette patience produira ses fruits. Elle rassurera Cartagna. Et quand la femelle sera mieux disposée, elle le choisira pour père d'un bébé susceptible de devenir un jour, lui aussi, un mâle géant, couleur de feu.
Les contorsions d'ailes trouées ont fait choir son bébé qui s'est raccroché à une longue tige morte. La petite Roussette fait des efforts désespérés pour se maintenir fixée sur son support. Mais à chaque fois qu'elle l'étreint, elle déchire sa peau aux épines de la tige, se fatigue davantage et descend un peu plus. Sa mère, perchée là-haut, n'a aucun moyen de venir la récupérer. Sans elle, à l'âge où il devrait être encore accroché à la mamelle, le petit animal n'a aucune chance de survivre. Chacun pense les hommes vrais, c'est-à-dire les aborigènes, ne fait que rêver sa vie, laquelle dure jusqu'à ce que se termine le songe. Aujourd'hui, une petite Roussette va s'éveiller. C'est la fin de son rêve. Les jeunes dromadaires mâles ne perdent pas une occasion de mimer les rituels de l'agression en prévision du temps où il leur faudra se battre vraiment. L'objectif final de la lutte est de peser de toute sa masse sur le cou de l'adversaire afin de le déstabiliser et de le faire chuter. Mais si l'on a mal évalué son propre poids, on peut se retrouver à des hauteurs qu'on n'avait pas cherché à atteindre. Pour vaincre, tous les moyens sont bons. Il faut notamment mordre les pieds et les jarrets de l'ennemi et de temps à autre donner de la voix afin de l'impressionner. En principe, celui dont la tête dépasse celle des autres marque son avantage. Le jeu est encore innocent, on se contente de s'aguerrir. Mais plus tard, quand viendra le temps du rut, on se battra vraiment, jusqu'au sang. Un urètre d'Australie survole la plaine couleur de filasse, où chaque végétal se rétracte sur lui-même sous l'effet de la sécheresse. Lassée d'être devenue l'instrument qu'utilise sa mère Kira pour marquer son autorité, Kuiri s'offre un moment d'errance solitaire. Elle a quitté la meute depuis plus d'1 heure. Le désert ne lui paraît plus aussi accueillant qu'avant, mais de nombreuses odeurs excitent sa curiosité.
La petite femelle n'aime pas qu'une ombre court derrière elle. Son instinct lui dit qu'il faut la fuir. L'ombre a disparu et le ciel s'est vidé. Query reprend sa marche au milieu des rocailles et des broussailles. Elle a la bouche sèche. Son souffle s'abrège. Chaque bouffée d'air lui brûle l'intérieur du corps. L'ombre noire est revenue. Le meilleur moyen de fuir la menace serait peut-être de s'enfoncer sous terre, où se sont sans doute réfugiés la vie et la fraîcheur. Query se rend compte que le terrier n'est pas assez grand pour elle. Elle renonce à y trouver la tranquillité. Avec un corps d'1 mètre de long et une envergure qui dépasse 2,30 m, l'aigle se sent de taille à épuiser un petit dingo et peut-être à le déchirer de ses serres. D'autres mammifères, en particulier de jeunes wallabies, figurent à son tableau de chasse auprès de serpents et d'oiseaux. Cependant, seule une extrême pénurie l'incite à s'attaquer à une proie aussi endurante que Query. Query est épuisé. L'aigle se prépare à l'attaque. L'oiseau de proie a réévalué ses chances. L'effort à accomplir pour tuer la jeune femelle était trop lourd pour lui. Query s'est enfui, mais la faim est restée. L'aigle devra trouver quelque autre nourriture. C'est le moment que choisit un lézard barbu pour réchauffer son sang-froid aux rayons du soleil. Les aspérités de sa gorge se hérissent quand il faut effrayer un prédateur, mais ce dispositif pourrait n'être que d'un faible secours face à un si grand oiseau. Lurette accueillit le lézard sans plus d'effort qu'il n'en faut pour couper une herbe. Cette journée ne s'achèvera pas sans qu'il ait fait glisser dans son estomac un peu de vie.
La horde des dromadaires regroupe principalement autour de l'étalon Artoué des femelles accompagnées de leurs petits et quelques jeunes mâles de second rang. D'autres troupeaux se composent exclusivement au contraire de mâles en âge de procréer. Enfin, de vieux étalons exclus par un rival plus fort errent en marge de ces communautés. Quand la chaleur devient accablante et quand la nourriture se raréfie, les dingos quittent leur territoire pour accroître leurs chances de trouver des proies ou des carcasses. En l'absence d'Artoué qui s'est éloigné, il revient aux jeunes mâles les plus forts de protéger le groupe. Le coup de pied d'un dromadaire peut être mortel, mais le fuyard ne demande pas à Irk de lui en donner la preuve. Peut-être le dingo noir se vengera-t-il sur la carcasse d'un autre dromadaire. Celui-ci était blessé et suppliait que ses frères lui fissent une place. À présent, il est mort, car le désert ne prend pas en pitié ceux qui ne peuvent lui résister.